Lena Situation fait son coming out islamiste, enfin selon ses news, hein. Elle est venue au Festival de Cannes, habillée avec une robe ample. Et c'est parti en mode c'est l'idéologie des frères musulmans. Ça a fait des gros titres et tout, donc un truc un peu délirant, surtout quand on connaît Lena Situation qui aime beaucoup la mode et tout, et qui peut arriver avec des robes de plein de créatrices différentes, et ça aurait pu être une autre robe, quoi. Donc on va en parler un petit peu aujourd'hui avec Chris, parce que Chris est spécialiste non pas de l'islamophobie, mais des robes. Il est spécialiste des robes, donc il vient nous parler de robes aujourd'hui. De tout. De tout. Comment ça va? Bah ça va, moi dès que ça parle vêtements, vous voyez, c'est vraiment un truc que j'adore, quoi. Vous voyez, j'ai toujours un style un peu classe, voilà. Mais non, non, c'est intéressant. Vraiment, Lena Situation, moi je la connais pas beaucoup, mais je vois qui c'est. Bah, c'est la Et plus grande vlogueuse française, quoi, quand même. ouais, mais ça m'a cette histoire-là. Alors bon, l'histoire de l'islamophobie, on en a déjà parlé plein de fois, mais on va en reparler parce que c'est fondamental. Mais cette histoire-là de Lena Situation qui arrive avec cette tenue-là et mais qui est vue comme ah, du prosélytisme ou de l'entrisme frériste, etc., bah, c'est vraiment hallucinant. Alors, on a quelques tips. On a une femme dans l'équipe qui nous a donné quelques tips sur la robe, l'origine de la robe, la marque de la robe, etc. Mais donc ça va nous permettre de dire des trucs. Mais on voit vraiment qu'on vit dans C'est un une monde saucisse. islamophobe là. Enfin, là on est vraiment j- au Moi, cœur. Alors c'est moi, je me laisse marrant, hein, pousser la barbe, quand même, parce que je me dis, si les frères musulmans prennent le pouvoir, tu vois. il y a des débats, hein, mais on est vraiment au bout du bout là. Alors, j'espère qu'on a atteint le climax, hein, comme on dit, hein, de l'islamophobie et que j'ai vu par exemple quelqu'un comme Jean-François Copé commencer à dire oh, ça commence à être un peu n'importe quoi, donc c'est un peu rassurant. Je sais pas si c'est cynique ou pas. Mais vous voyez, Attal, Chris a dit enfin, Jean-François Copé dans le réel, hein. Alors, je sais pas si sur les pains au chocolat, bah, il est dans le réel, franchement, mais. on va en reparler, mais c'est assez intéressant. Mais là, j'essaie d'être positif. J'essaie de me dire, on est peut-être atteint le délire. Il y a peut-être des gens qui vont se réveiller. Ou alors, on est qu'au début et on va aller jusqu'au bout de l'horreur. Parce que pour moi, on est vraiment sur le nouvel antisémitisme, hein. Là, on le voit de plus en plus, quoi. Non, mais du coup, pour ceux qui n'ont pas la ref, Vas-y. Lena Situation, elle s'est pointée comme ceci au Festival de Cannes, donc avec une robe un peu ample et puis un couvre-chef. Bon, on voit quand même ses cheveux en plus, on voit que c'est quand même pas un voile islamique. Elle a une robe ample, elle arrive comme ça. En réalité, c'est une robe du coup de la marque Euro des Sœurs Olsen, qui est une marque comme ça euh, de riche, on va dire, hein, des trucs à 2000 balles, très simple, très ample. C'est Très un peu le confort. style. Ouais, c'est le style de la marque, de ce que j'ai compris, de faire des trucs amples et assez unis, quoi, avec des couleurs et des matières assez sobres. Ce qui est marrant, c'est que les sœurs Olsen, c'est deux blanches. Donc quand elles portent des robes amples, personne ne leur dit qu'elles viennent faire du prosélytisme pour les frères musulmans. Mais quand c'est Lena Situation qui a des origines un petit peu, ben là, ça devient problématique. Surtout qu'on se souvient quand même que Lena Situation, elle avait par exemple fait des stories par rapport au génocide en Palestine ou des choses comme ça. Et je pense que ça n'a pas joué en sa faveur dans le côté, dans son adhésion aux frères musulmans hypothétique. Et donc, du coup, on s'est retrouvé avec quelqu'un comme Christine Kelly qui nous a sorti ça, par exemple, sur CNews. En 2024, voilà, elle était en décolleté, et puis aujourd'hui au Festival de Cannes, et que maintenant elle est habillée un peu à la mode des frères musulmans, si vous permettez l'expression. Et on s'est rendu compte que hier soir, La finalement, mode des voilà, frères musulmans. ce sont les photos qu'elle publie. Elle est au Festival de Cannes, mais hier soir, elle a quand même.
Non, mais Non, elle est mais dingue, tu sais, genre, c'est Lena Situation. Elle s'habille comme ça, le lendemain, elle peut mettre un décolleté, le lendemain, enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui aime la botte et qui va changer d'habit tout le temps. Genre, c'est en 2024, voilà, elle s'habillait encore un petit peu sexy, donc c'était une vraie européenne. Et puis là, maintenant, elle s'habille comme les frères musulmans parce qu'elle met la marque des sœurs Olsen, tu vois. Enfin, genre, ça n'a aucun putain de sens, ce truc, quoi. Et déjà, et surtout, ce qui est marrant, c'est on savait, mais on savait pas qu'il y avait des créateurs de mode frères musulmans. On attend le défilé printemps-été des frères musulmans. C'est ce qu'elle a dit, Christine Kelly, à la mode des frères musulmans. On ne sait pas qui est le créateur. Voilà, c'est peut-être voilà. Donc, si vous avez le nom, mais enfin, les mecs sont en délire complet, tu vois. Donc là, on attend, je te dis, le défilé automne-hiver des frères musulmans parce qu'il y a la mode des frères musulmans. Enfin, vraiment, c'est euh, c'est une folie. On avait le défilé du printemps arabe, exactement. Mais, mais bien wesh, bien wesh le chat. Euh, mais euh, mais on est dans une espèce de folie islamophobe où tout est délire. Et sachant que, je rappelle un truc, je sais pas si pour ceux qui ont suivi, au début du festival de Cannes, ils avaient demandé à des tenues plus sobres. Je sais pas si tu es au courant de ça. Le festival de Cannes avait Oui. demandé des tenues plus sobres, moins transparentes, etc. Alors ça avait fait pas une grosse polémique, une petite polémique. Et ce qui est drôle, c'est que l'année où le festival de Cannes demande des tenues sobres, Lena se pointe dans une tenue très sobre. Alors moi je suis très bilingue, il le sait, pas du donc ro, ça veut dire rang, mais je me demande s'il n'y a pas aussi s'il n'y a pas aussi comment dire, un jeu de mots avec raw, R-A-W, t'es brut, quoi. Tu vois, Ouais, ouais, ce que ça je m'inspire pense, ouais. dans les tenues, là, tu vois. Mm. Mais, Je pensais d'ailleurs parce que j'ai connu le mot avant de connaître enfin ouais, le mot sonore, je pensais que ça, au vu des tenues, que c'était R-A-W, que c'était brut plus que mais R-O-W. row, c'est rang, rangé. Donc tu vois, tu Ouais, pourrais ouais, avoir ouais. les deux, quoi. Rangé, t'es tranquille, et puis brut, quoi. Ouais. Et donc, bref, et donc le jour l'année où le Festival de Cannes demande de la sobriété, elle se plie au dress code et on l'accuse d'être une, c'est-à-dire d'être de l'entrisme des frères musulmans, de l'entrisme frériste. Ce qui est hallucinant, c'est de se dire, bon, déjà, elle pourrait très bien avoir une conversion islamique. Moi, ça me poserait pas de problème. Après je connais pas assez, mais peut-être Euh, déjà musulmane en plus, moi j'en sais rien, ouais, tu c'est vois? ça, non, mais ouais, c'est ça. Moi, je pars du principe qu'elle l'est peut-être déjà d'une certaine manière. Elle pourrait avoir une volonté d'avoir, tu vois, je veux dire, un peu comme plein de gens ont des mouvements spirituels qui leur fait changer leur mode de vie. Bon, ça me pose pas de souci. Je pense qu'on est dans des sociétés assez libérales pour pouvoir tolérer ça euh, et permettre ça surtout. Et là, non, c'est vraiment, tu sais, c'est pas possible, quoi. Et donc là, c'est presque l'inverse. C'est presque qu'on aurait dit, non, mais en fait, et donc il y a quand même un truc patriarcal derrière. Ok, faut pas que ce soit trop pute, mais il faudrait quand même que ce soit assez pute sur le tapis rouge, quoi. Tu vois, il faudrait quand même qu'on voit un petit peu de fessiers, de dos et de bras nus, quoi. Mais vraiment, c'est vraiment le truc patriarcal, tu vois, des Mais producteurs de c'est le truc cinéma c'est le truc aberrant pour les meufs, hein. C'est que si elle Exactement, avait mis un truc ultra dénudé, ils l'auraient traité de pute c'est ça. et si elle met un truc comme ça, elle est traitée de frère musulman, tu vois? C'est ça. Et si elle vient avec un truc un peu plus, je sais pas, une tenue un peu plus, on va dire, androgyne, masculine, je sais pas trop quoi, ils vont aussi la critiquer en Ouais. disant qu'elle est masculine. Enfin, genre, c'est l'enfer en fait, tu ne peux rien faire, tu vois? Tu Et peux la strictement violence, et rien là on faire. voit la violence. Et en plus, on sait que c'est le cinéma. Vous voyez, ça, c'est pas nulle part. C'est vraiment un milieu extrêmement violent pour les femmes. On l'a vu avec MeToo, etc. Et où c'est extrêmement. Où les hommes ont beaucoup de violence, beaucoup d'argent. Et vous voyez, les femmes ne sont jamais libres. Elles sont toujours être obligées d'être en représentation pour ce que les hommes veulent. Il Ouais, faut être, il faut être dans la représentation assez féminine et en même temps pas trop sexy et en même temps
de telle forme de religion. Enfin, vous voyez, mais on va droit à l'uniforme féminin. Enfin, je veux dire, là, on est dans une espèce de régression, des femmes dans l'espace public. Et ça vient pas des musulmans. Vous voyez, ça vient pas des gens musulmans. C'est-à-dire, qui fait régresser le droit des femmes et les libertés des femmes? On voit bien que c'est la très bonne bourgeoisie propriétariste française qui interdit aux gens leur religion, qui interdit aux gens leur rapport à leur corps, leur rapport à leurs cheveux. On voit que c'est la très bonne bourgeoisie propriétariste française bien native qui est d'une violence absolue pour les femmes. Et ça m'est insupportable. Il y a quelqu'un qui pose une question intéressante qui dit donc pour vous, au vu de l'intersection des discriminations, ce n'est pas exactement comparable au cas de Merwan Ben Lazar. Bah, c'est assez proche quand même parce que ça reste de l'islamophobie. C'est tout pareil. Mais sur ce plan-là, c'est pareil. Par contre, Lena Situation, elle aurait pu vivre des choses si elle avait été dénudée que Merwan Ben Lazar n'aurait pas vécu. Mais par contre, sur ce plan-là, tu vas avoir, ça va être l'islamophobie qui va être mis en avant. Mais il va se rajouter des choses que si ça se trouve en 2026, elle va se pointer avec un décolleté, hein, et puis elle va avoir aussi son truc sur CNews. Ah bah elle est revenue de l'islam, maintenant regardez, elle s'habille comme une pute. Enfin, c'est interminable en fait. Il y a Marwan, etc., qui est ça. Je rappelle quand même que il y a dans ce pays aujourd'hui une loi qui interdit l'abaya à l'école. Donc, quand on dit il n'y a pas. Moi, je ne vois pas de hiérarchie, c'est des croisements, effectivement, différents. Mais s'il y a, on parle de la violence sur les femmes, il y a une seule loi aujourd'hui sur le vêtement qui n'a rien à voir avec les codes religieux. D'ailleurs, on pourrait se poser la question de 2004. Voilà, pour moi, un tissu sur les cheveux, c'est pas de la religion. Mais admettons, il y a une loi contre l'abaya. L'abaya, c'est un vêtement féminin. Vous voyez, donc c'est vraiment absolument fondamental de comprendre que c'est vraiment les femmes qui sont extrêmement touchées sur la liberté, comment dire, la liberté dans l'espace public et par rapport à leur corps et comment elles doivent le couvrir. Ça a été pareil avant avec le burkini. Vous voyez, c'est vraiment. On est dans un pays qui est en folie. Et là, on vit vraiment l'antisémitisme, nouveau, celui qu'on a vécu au 19e siècle, où des gens veulent nous faire croire, toute cette idée du rapport là, sur les frères musulmans, de l'entrisme, etc., veulent nous faire croire qu'il y a une 5e colonne dans ce pays qui est en charge de détruire le pays, quoi. On est vraiment là, une nation dans la nation. Des frères musulmans. Juste, je voudrais répondre avec Todus qui dit et la différence avec Merwan Ben Lazar, c'est que Lena est giga riche, contrairement à Merwan, et giga influente. Mais oui, mais tu vois bien que là, à ce niveau-là, ça change rien. Tu vois, qu'elle soit riche ou pas, c'est pas la question de la classe, là, c'est la question de la question de l'islamophobie. Si tu veux, elle est transclasse. Elle s'habille comme ça. Demain, elle fait banqueroute. Elle sera toujours critiquée sur CNews parce qu'elle s'habille comme ça, si tu veux. Pour le coup, ça n'a pas un grand rapport. Hein. Et c'est même c'est bien pour montrer que l'islamophobie est ultra violente. Si l'islamophobie était secondaire ou tertiaire, les gens riches on pourrait tous se permettre en termes de vêtements et on leur tomberait pas dessus. On tomberait que sur les pauvres qui s'habillent pas, qui s'habillent de manière trop prosélyte. Là, c'est-à-dire même la plus grande influenceuse française, même très riche, elle prend ça dans la gueule. C'est bien pour montrer que là, l'islamophobie est quelque chose de fondamental dans ce pays. C'est qu'elle se le prend malgré qu'elle soit riche, malgré qu'elle soit hyper influenceuse, etc. C'est-à-dire que même la classe, même son argent ne compense pas. C'est pour vous dire à quel point l'islamophobie est délirante dans ce pays. Il y a Frigien qui nous permet de faire le petit twist qui dit est-ce que les frères musulmans, c'est pas le nouveau protocole des sages de Sion? Justement, on va parler un petit peu des frères musulmans parce que là, il y a cette idée de les gens commencent à faire de l'entrisme. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils titrent. Hein, là, vous voyez sur CNews, ils appellent ça entrisme, la réaction exclusive d'Éric Zemmour. C'est-à-dire qu'ils ne considèrent pas qu'il y a une attaque des frères musulmans de manière claire et nette. Ils considèrent que c'est de l'entrisme. C'est-à-dire que ces gens considèrent que Lena Situation, là,
elle vient, elle met cette tenue, elle sait qu'elle fait de l'entrisme, mais elle assume pas trop et qu'au fur et à mesure, on va islamiser la France comme ça. Bah, je vais juste laisser Christine Kelly finir un petit peu, voir ce qu'elle nous dit, mais il va vraiment falloir qu'on parle de ça, quoi. Elle a publié une autre photo, voilà, où elle joue un peu. De temps en temps, le petit côté sexy, de l'autre, le petit C'est exactement ce qu'on disait, c'est n'importe quoi, hein. côté de Djellaba, quand même. Non, Le petit côté de Djellaba. Elle a un truc Qui a- des sœurs Olsen. Djellaba, ça n'a rien à voir, tiens. oh ben voilà, ça interpelle beaucoup en Mais ce sur- moment, Non, mais surtout avec le rapport des frères musulmans. ce qui est intéressant, Mais c'est que ce surtout que, sont je te des dis- marques qui la payent pour Oui. se vêtir de cette façon-là, et des marques de luxe. C'est-à-dire comment, au nom des affaires, C'est ça, on là. participe à l'entrisme. Et ce gars se croit brillant, tu sais. Mais c'est- Je suis sûr qu'il est convaincu. Non, mais je suis sûr que ce type est convaincu de ce qu'il dit, tu sais. Genre, c'est une dinguerie, quoi. Le gars pense qu'une marque qui fait juste des motifs unicolores avec des trucs amples participe à l'entrisme des frères musulmans et est payé par le Qatar, quoi, limite. Enfin, ça n'a aucun putain de sens. Mais t'imagines, dans leur tête, le niveau de complotisme. C'est les types se disent, il y a des marques américaines, des sœurs Olsen. Alors moi je suis vieux, c'est la fête à la maison, les sœurs Olsen. Mais maintenant la plus connue c'est la petite sœur, là, Elizabeth Olsen, là, qui joue dans les Marvel. Là. Mais voilà, les sœurs Olsen font une marque américaine et elles sont de mèche avec les frères musulmans pour faire de l'entrisme en France au Festival de Cannes. Waouh! Mais je veux dire, même un concours de complotisme, personne n'aurait osé la faire, celle-là, quoi. C'est vraiment, on est dans un délire. Il y a Ectodius qui dit Sœur Olsen, frère musulman, coïncidence, je ne crois pas. C'est pas faux. Hein. À propos de complotisme, il y a Françoise Bergeau-Bleckler Voilà. qui est un peu la ponte comme ça de parler des frères musulmans tout le temps. Alors, si vous voulez aller voir une vidéo sur Françoise Bergeau-Bleckler, j'avais fait cette vidéo-là il y a un peu plus d'1 an. Je suis assez content de l'avoir faite d'ailleurs à l'époque parce Ouais. que Je suis fier de toi. non, mais parce que sincèrement, j'ai senti Oui, le coup avant les autres, tu vois. Mais Genre, c'est les ce que je gens, dis, tu peux être personne fier de connaissait toi. cette meuf à l'époque où je l'ai fait, tu vois. Je l'ai fait sur son bouquin qu'elle avait sorti justement sur le complot des frères musulmans, machin. Le bouquin, mais il est aberrant. Genre, je sais pas si toi tu l'as pas lu, je crois, non, mais je sais pas si tu te souviens. Genre, en gros, elle affirme des trucs et elle peut pas le prouver, donc elle dit, mais ça on peut pas le prouver parce que les frères musulmans nous le cachent, tu vois. En gros, c'est ça le propos. C'est genre, je le prouve raisonnement pas parce que de toute paranoïaque. façon. Non, mais Voilà. c'est le raisonnement complotiste de fou, tu vois. C'est Genre, à raisonnement chaque fois, paranoïaque. elle prouve pas parce que du coup ils ont effacé les preuves, tu sais, c'est limite ça, tu vois. Genre, t'es là, bah C'est- ouais, d'accord, mais du coup tu prouves rien, tu vois. Toutes les preuves que j'ai sont des preuves et toutes les preuves que je n'ai pas sont des preuves aussi. Bah, Mais c'est ça, oui, c'était exactement ça, tu vois. Et la meuf, même à un moment donné, elle parle de Georges Soros, tu vois. Elle t'explique, Georges Soros finance je sais pas quoi pour... en fait, Georges Soros a financé un truc qui dit que l'islamophobie c'est pas bien, et du coup il est de mèche avec les frères musulmans, tu vois, t'es là, mais... Tu sais, le truc complotiste de fou, c'est toujours de citer Georges Soros parce que c'est le milliardaire juif, et du coup tu peux lui faire dire tout et n'importe quoi, tu vois. Et la meuf est vraiment rentrée là-dedans, enfin... Bref, allez voir cette vidéo qui s'appelle Sommes-nous vraiment victimes d'un complot islamique, où je parle justement du livre de Florence Bergeau-Bleckler. Et là, on va voir un petit peu ce qu'elle nous raconte. Elle nous explique que le rabbin Émile Ackerman, donc je sais pas si vous vous souvenez de lui, je crois qu'on en avait parlé parce que notamment il débattait avec le JFP, avec Tzedek et tout. C'est un rabbin qui est plutôt sioniste de gauche. Et du coup, on en parlait comme ça. Mais pour elle, Émile Ackerman est aussi influencé par les frères musulmans, quoi. Alors, T'imagines pour savoir les niveaux. qui est Émile Ackerman, tu vois qui Ce c'est Émile discours. Ackerman en plus, quoi. Ah, mais je sais bien, oui. Oui, Ouais. mais c'est délirant, c'est un mec sioniste. Enfin. Bah Ce ouais. discours orthodoxe et moderne semble infusé dans d'autres communautés. Vous avez cité les juifs inclusifs. Rien à voir avec le plan frériste, certes. Néanmoins, leur grammaire et éléments de langage semblent séduire, comme l'atteste la figure montante qu'est Émile Ackerman, bon client des médias qui promeut une laïcité adjectivée et qui invite à donner la parole aux croyants. Doit-on y voir une conséquence du discours frériste qui a imprégné? Oui, je le pense. Je pense que ce discours imprègne puisqu'il fonctionne. Je pense qu'il inspire d'autres groupes religieux. Je le crois, oui. Enfin, c'est. Là, En fait, dingue. toute personne qui est pour laisser parler les musulmans devient un espèce de pantin des frères musulmans, quoi. C'est ouf. Ah bah c'est ça. Si vous n'êtes pas islamophobe, vous êtes frériste.
C'est Non, c'est mais ça, je te c'est promets, le bouquin, c'était ça. C'était c'est ça. le truc de Georges Soros, je crois que c'était en mode pour lutter contre l'islamophobie, il avait financé un truc qui disait bah, il faut laisser un peu les musulmans parler de leurs revendications, savoir un peu ce qu'ils veulent et tout. Et c'était en mode bah, du coup, ça permet l'ouverture de la parole religieuse et donc ça va dans le sens des fréristes et donc ça va dans le truc frériste. Enfin, tu sais, c'est tiré par les cheveux parce qu'à la fin, tout le monde est soit islamophobe, soit frériste, quoi. Enfin, t'as deux pôles. Là, t'as vraiment une barricade en mode soit t'es raciste, soit t'es frériste, quoi. Enfin, tu peux rien faire. Hein. Moi, je vous invite à lire, s'il y a des gens qui demandent des livres, des fois, Antisémitisme et Islamophobie, une histoire croisée de Reza Zia Ebrahimi. C'est vraiment très bien. Et ça montre justement comment. On en a déjà parlé hein, quand on a fait la vidéo sur. Allez voir ça sur Aboubacar Cissé là, et son tragique meurtre, hein, assassinat. Ouais, si t'as ça, bravo, t'es le boss. Et donc c'est un très bon livre qui justement montre ça, comment, ce qu'on disait à l'instant, comment on fabrique une espèce de nation dans la nation, une race à part, une nation à part, et comme tu disais, toute personne qui s'en approche est de fait complice, quoi. Et ça montre vraiment bien comment les deux se répondent. Alors nous, on a une autre tech aussi, moi je pense que- mais ça s'est perdu un peu, mais ça existe encore dans la gauche. Les musulmans prennent aussi l'anticléricalisme de gauche historique, qu'on peut voir par exemple dans le printemps républicain, ou même encore des reliquats chez Attal, etc. Donc ils se prennent vraiment une double violence, c'est-à-dire à gauche une espèce d'anticléricalisme, de haine, d'athéisme forcené, et à, à droite un espèce de nouvel antisémitisme. Voilà. Et enfin, force à nos compatriotes musulmans, parce qu'ils prennent ça à cause justement de l'histoire coloniale, anticléricale, euh, antisémite de la France, et aussi dans un contexte où, on l'a dit précédemment dans une précédente capsule, où la crise nécessite de trier les gens, et donc toute cette histoire-là profonde du racisme et de l'islamophobie ressurgit aujourd'hui dans les classes bourgeoises en crise. Donc c'est force à eux. Il n'y a clairement, je vous le dis, enfin, on l'avait dit avec Zoé dans une autre capsule, mais il n'y a vraiment aucun espace progressiste de gauche pour des gens qui tapent sur les musulmans et qui tapent et qui défendent des propos islamophobes. De la même manière que il n'y avait aucune possibilité de pouvoir se dire de gauche, se dire socialiste, se dire communiste à la fin du 19e siècle et d'être antisémite. Auguste Bebel disait que l'antisémitisme était le socialisme des imbéciles, l'islamophobie et le progressisme des imbéciles aujourd'hui. Il n'y a aucun passe-droit, possibilité, aucun moyen de soi-disant critiquer les religions, etc. Non, toute forme d'islamophobie est antiprogressiste et est réactionnaire. Mm. Ouais, mais on voit bien même dans le discours là qu'on vient d'entendre. On se croirait même du temps de l'affaire Dreyfus, tu vois. Ouais, Genre, c'est ça. toute personne qui commence même pas à prendre position a déjà pris position et déjà, tu vois, genre ça vient vraiment scinder en deux les gens. Et je pense que c'est aussi ça a cette fonctionnalité-là aussi pour la bourgeoisie aussi de scinder la société en deux dans un projet qui est un projet raciste, tu vois. Mais c'est vraiment flippant les proportions que ça prend et que ça a pris en moins de 10 ans, tu vois. Non pas que ça n'existait pas avant l'islamophobie, mais que ça s'est vraiment accéléré d'une manière aberrante, où c'est devenu l'enjeu central des discours médiatiques, des discours politiques quand on n'arrive pas à recentrer sur d'autres questions qui intéressent plus les Français, parce qu'au final les gens s'y intéressent pas tant que ça, tu vois. Mais c'est devenu pour la classe politique l'enjeu central, quoi. Alors, et puis, tiens, je t'ai envoyé un truc là à l'instant, tu peux regarder, tu peux mettre ça, parce que c'est un extrait intéressant sur le rapport, justement, pour vous montrer l'écart qu'il y a entre la réalité et le délire dans lequel on est. Donc,
et même des gens, c'est ça qui est un peu rassurant, je pense. Vous voyez pourquoi je suis optimiste? Parce que l'antisémitisme en France était très important au 19e siècle. L'affaire Dreyfus est quelque part aussi un miracle. L'affaire Dreyfus fut aussi un miracle, justement parce qu'il y a eu une affaire. Justement parce que même des gens très antisocialistes comme Zola, etc., euh, on dit trop, c'est trop, quoi. Et j'espère qu'on a atteint ce climax-là. Alors, je ne sais pas quelle affaire fera ça, mais j'espère qu'on aura une affaire Dreyfus pour un compatriote musulman. Ah bah super, Chris espère une affaire Dreyfus Non, pour un mais tu vois, compatriote musulman. j'essaie d'être sérieux, mais tu vois ce que je veux dire? Oui. Parce que c'est la double sens de l'affaire Dreyfus. On peut le voir effectivement comme quelque chose de très grave. Mais le fait que le capitaine Dreyfus ait pu à la fin être réhabilité par l'union de la gauche, que ça a été des débats même chez les socialistes, chez les communistes pour le défendre, et qu'à la fin, tout le monde l'ait défendu, certains très tardivement, certains très maladroitement, mais qu'à la fin, il est fini par être réhabilité et qu'on en est sorti. J'espère qu'on arrive à ce trop c'est trop. Alors j'espère même que ça arrive sans que quelqu'un soit martyr, hein, on est d'accord. Mais vous voyez, ça c'est l'effet du passage de la quantité à la qualité. J'espère que cette quantité d'islamophobie ultra violente finira par atterrir sur une qualité égalitaire et antiraciste hégémonique. Vous voyez. Donc c'est mon côté optimiste. Alors, le chat se trompe parce que quelqu'un dit, je suis sûr à 100% que si vous mettez CNews, il y a un bandeau qui parle d'islam. Et j'ai mis CNews sur mon téléphone là, et le bandeau parle des larmes de Rafael Nadal à Roland Garros. Donc en fait, Même c'est faux. CNews n'est pas islamophobe. Voilà, c'est à certifié. minuit 18. À minuit 18. Ce qui est pas... Ouais, à minuit 18. Bon, on va C'est pas regarder du coup ce que tu nous as envoyé. Ouais, Ces regarde. petits chiffres sont de nature à faire basculer toute la France dans la charia. Sur LCI, C'est il ça. arrive parfois qu'une journaliste pose de bonnes questions. Allez, c'est parti. 139 mosquées problématiques sur 2800, ça fait à peu près 5%. 127 associations sportives fréristes sur 325 000 associations, donc c'est 0,004%. Ces petits chiffres sont de nature à faire basculer toute la France dans la charia? Non, alors, il faut, sur tous ces sujets, il faut discerner. Le mec il bégaye. Mais ce qui est ouf avec ce rapport sur les frères C'est ça qui est musulmans, fou. C'est que... Non, mais c'est ça qui c'est est... plusieurs choses. Et déjà qu'il y a un rapport sur les frères musulmans. Déjà, les mecs ont demandé un rapport sur les frères musulmans en mode là, actuellement, il faut un rapport sur les frères musulmans. Et en plus de ça, ça ne représente rien, quoi. Tu pourrais faire la même chose sur les. Moi, je lutte contre l'extrême droite, H24, c'est un truc dont on parle beaucoup et tout. Mais si tu fais un rapport, je sais pas, sur les associations Saint-Pidis ou je sais pas quoi, je pense pas que ça représente la majorité des associations de France et qu'on va tomber dans une France qui va devenir qui va rompre avec le Vatican et devenir chrétienne intégriste, tu vois. Genre, Mais je suis pas d'élu à ce point-là, et les mecs sont d'élus dans l'autre sens à ce point-là, quoi. C'est la folie, quoi. Alors, en plus, tu te dis, les CD vacantistes, je sais pas combien ils représentent tu vois, dans la chrétienté, tu vois, mais c'est rien, quoi. Et pourtant, on est dans un pays plutôt en majorité chrétienne, tu vois. Et je sais pas pour les gens s'ils savent ce que c'est, les frères musulmans, mais les frères musulmans sont apparus au XXe siècle, en Égypte, Oui, je crois que c'était comme les sœurs Olsen et que c'était juste des gens, c'était les frères musulmans. Je pense que c'était avec Hassan el-Banna, etc. Et ils apparaissent dans un contexte où les pays, l'Égypte notamment, est très laïque et a des problèmes comme structurels entre ces classes populaires encore très musulmanes et des élites très laïques qui commencent à s'enrichir à leurs dépens, etc. C'est aussi un mouvement social, hein, les frères musulmans. Donc, si les frères musulmans ont pu émerger dans le monde arabe, c'est aussi parce qu'ils portaient une question sociale. De la même manière, alors moi je connais pas trop mal les frères musulmans, mais ce que je connais le mieux, c'est le fils en Algérie. Vous voyez, donc le fils en Algérie, de la même manière, après l'indépendance algérienne, le Front islamique du salut, hein, Nadir Belhadj, etc., ont été un mouvement de la base sociale, très musulman, justement pour contrecarrer le pouvoir du FLN et les problématiques sociales qu'il n'arrivait pas à résoudre. Et donc,
ces pays-là sont rentrés dans des guerres extrêmement violentes contre ces mouvements-là, les frères musulmans ou le fils en Algérie. Ces mouvements-là n'ont pas conquis le pouvoir dans les pays musulmans. Vous voyez ? Et là, on nous fait croire, alors qu'ils étaient des mouvements massifs. Je veux dire, les fils dans les années, au début des années 90, a gagné les élections, a failli gagner les élections. On a empêché des élections parce qu'il allait les gagner. Et ils n'ont pas pris le pouvoir. Ça a déclenché la décennie noire en Algérie. Pareil, ils n'ont pas pris le pouvoir en Égypte, etc. Donc, dans des pays où ils étaient l'émanation de pouvoirs très importants, de problèmes sociaux très importants, où ils étaient très implantés, où ils étaient des millions, ils n'ont pas pris le pouvoir. Et là, on parle de 3 à 5%, 3 à 5%, non pas de la France, 3 à 5% des mosquées, c'est-à-dire des musulmans de France. Donc, à l'échelle de la France, c'est 0,1%. Et ce serait un problème. Mais, enfin, je veux dire, vous voyez, ce que c'est un délire, c'est là, vous avez une situation parfaitement normale. Vous avez une situation qui est ce que vous voyez là dans le rapport. Normalement, des gens sains d'esprit se disent tiens, c'est normal. Voilà, les frères musulmans sont une tendance sociale et religieuse du monde arabo-musulman depuis bien longtemps, avec des choses importantes, etc. Et donc, qui représente 2% ou 3% des mosquées, ça paraît tout à fait normal. Tout comme tu as dit tout à l'heure que les CD vacantistes de Saint-Pédiste représentent, je sais pas, 1% de la chrétienté. Voilà, parce que c'est des mouvements. Eh ben non, là, on fait d'une situation normale un danger absolu pour la République. Et ben, c'est vraiment, on voit vraiment là l'idéologie et le délire idéologique d'une classe intermédiaire et supérieure en voie de fascisation. Là, on voit vraiment là où je te dis, où c'est rassurant, je pense qu'il y en a qui commencent à se poser des questions. Tu vois, genre, rien que la journaliste qui commence à dire, mais c'est quoi là? C'est une blague ou quoi? Enfin, 2%, 3%. Vous voyez, je pense qu'il y a des générations nouvelles qui commencent à comprendre ça. Je pense qu'il y a 3% des mosquées en plus. Mais oui, c'est ça, mais c'est 3% des mosquées, ça doit, tu te rends compte, ça doit être 1% des lieux de culte en France, quoi. Enfin bon, bref. Et, je veux dire, et donc, je pense que là, on est dans une classe supérieure qui est en délire complet. Je ne suis pas sûr qu'elle reflète la majorité Et je pense qu'il y a un problème générationnel. Je suis pas sûr que ça reflète même l'intégralité des des partis politiques. Je citais par exemple de Jean-François Copé, donc Gabriel Attal, qui est vraiment dans ce délire. Hein. Là, on voit Blanquer, un ancien macroniste, Gabriel Attal, qui est dans le même délire. Celui qui a fait interdire les abayas a proposé de faire interdire le voile et d'autres à des enfants de moins de 14 ans. Bon, Jean-François Copé lui a quand même dit bon, faut arrêter le sketch, quoi. Maintenant, on sait qu'il y a plein de femmes qui le portent librement. Chris Bander de Jean-François Copé, c'était pas dans mon bingo 2025. Tu vois, mais quand t'es pris par la gauche par Jean-François Copé, ça. Non, mais c'est ça, tu vois. Je me dis qu'un Jean-François Copé, qui est pas le dernier sur ce truc-là, commence à dire, parce qu'il faut voir les rapports de pouvoir derrière, on va peut-être pas gagner ou conquérir le pouvoir en tapant sur les musulmans comme ça. Bah, tu sais, ça me rassure, tu vois. Parce que moi, ça me rassure pas de voir Manuel Bompard ou Mathilde Panot défendre les musulmans. Tu vois, c'est habituel, oui. C'est habituel, quoi. Que Jean-François Copé le fasse, ça me rassure un peu. Je me dis, peut-être qu'il y a quand même dans ces classes-là des gens qui commencent à se poser, à se poser des questions. Mais je m'accroche à peut-être une petite ficelle qui va ouais, mais on se souvient, ils en parlent un peu dans le chat. C'était Jean-François Copé qui disait voilà, que tu pouvais pas manger un pain au chocolat pendant le ramadan, je sais pas trop quoi. Et mais justement, dans cette voie d'accélération, que celui qui a dit ça il y a maintenant presque 10 ans, ou 5 ans, je sais plus, 10 ans, je pense, pas 5 ans. Commence à dire ouais, c'est peut-être un peu délire, tu vois. Alors qu'il a lui-même soutenu Retailleau, qui est quand même l'aile droite, bah, je te dis, je suis peut-être dans une démarche trop optimiste, mais en tout cas,
quel est son intérêt à le dire? Si tout le monde est ultra fasciste, le type va pas prendre sa carte à LFI, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est, j'espère que ce rapport, comme l'a démontré cette jeune journaliste, au passage, je dis allez voir le Twitter de Maud Destangal, elle dit tout le temps des trucs intéressants. Mais j'espère que voilà, il y a une génération, il y a des débouchés politiques, il y a une classe qui se pose des questions et qu'on va plutôt vers la sortie de ce délire islamophobe plutôt que vers le pire du pire. Il y a Mais- prof interne qui dit la polémique dans la situation vient d'une macroniste à la base. C'est vrai, ça, c'est une. C'est les pires. Donc Vas-y, d'accord, vas-y, donc Chris dit que le centre est pire que l'extrême droite. Ah oui, il réitère ses propos un peu confus là. Hein. Non, je le dis là-dessus, sur l'islamophobie et sur la jonction entre l'islamophobie, le nouvel antisémitisme et la gauche anticléricale, ce sont les pires. Valls, Attal, etc. C'est-à-dire que tu peux même espérer de l'extrême droite qui soit... comment dire, qu'ils aient une espèce de... Comme ils ont des classes populaires, peut-être qu'ils se posent la question de... quand même, dans les classes populaires, il y a quand même des gens musulmans, etc. Donc, d'être moins polarisant là-dessus. Mais l'extrême droite, l'extrême centre, là, qui n'a que des classes supérieures, blanches, racistes, etc., ceux-là seront les plus fous furieux de l'islamophobie. Et d'ailleurs, on le voit. C'est eux qui passent des lois que le RN n'a même pas osé proposer, quoi. C'est un délire. Bah oui, c'est sûr. Hein. J'essaie de trouver là, le truc sur Jean-François Copé, j'arrive pas à le... De mon point de vue, ce débat-là, ce combat, pour ceux qui s'y opposent, n'est plus aujourd'hui possible au regard du nombre de gens, de femmes qui le portent et qui n'en font pas un élément Mais est-ce que de c'est un militantisme. signe pour vous de non-intégration? Est-ce que le voile... Mais le mec est en train de prendre Attal par la gauche, hein. Vous avez vu oui la banderole derrière. Interdiction du voile chez les moins de 15 ans, délit de communautarisme, les propositions choc d'Attal. Il y a Bompard qui a réagi à ça et qui disait mais le gars propose qu'il y ait des flics qui vérifient, qui aillent voir Oui. les cartes d'identité des femmes voilées C'est un pour délire. voir si elles ont 14 ans et demi ou 15 ans dans la... Enfin, t'imagines le truc, quoi. C'est la folie, hein. Et c'est pour ça que je vous dis, personne va dire ah c'est super Copé, il est devenu de gauche, mais que ça choque même Jean-François Copé, ben, c'est qu'on arrive à un truc de fou, quoi. grande échelle vous pose un problème ou pas? Pour certains, non. Mais, Pour grande d'autres, échelle, oui. je préfère qu'il n'y ait pas de signe religieux. Voilà, si je le préfère. Mais je pense qu'aujourd'hui... Tous les signes religieux. Oui, parce que la laïcité, pour moi, c'est de pratiquer la religion de manière discrète, de manière personnelle. La religion, l'assimilation, c'est la religion à la maison. Bon. La religion à la maison. Et tu vois, ça c'est le truc très, je te disais, gauche laïcarde, quoi. Ouais, c'est marrant parce qu'il a un discours... il a le discours de Mélenchon d'il y a 15 ans. Ouais, exactement. C'est étonnant de voir Copé tenir ça. ça. J'ai l'impression qu'il s'est gauchisé pour le coup sur la question, non? Je suis pas sûr qu'il Alors, aurait dit ça il y a 10 ans. Tu vois Ah, ce vendeur de Copé, quoi. Le mec nous fait tout un graphique pour finir par nous dire votez Jean-François Copé. L'homme providentiel, c'est lui, c'est l'élu du graphique. En vrai, est-ce que Jean-François Copé, aujourd'hui, il est pas plus classe que Raphaël Glucksmann, quand même? Bah, c'est sûr. Ou dans les lieux de culte, bien entendu. Bon, mais à partir du moment où on a tellement laissé faire ça aujourd'hui, ce combat-là me paraît être un élément qui va tendre, qui va opposer nos concitoyens, là où je préfère que les vrais combats soient menés dans la fermeté, dans des lieux où il faut être ferme, dans des lieux... Et ça, c'est intéressant, c'est un gars qui te dit, comme on a laissé de façon trop la France islamisée, tu vois, genre, t'as des gars qui vont te dire, du coup, il faut réémigrer des mecs. Et lui, il te dit, bah du coup, bon, maintenant que c'est fait, on va laisser les gens quand même porter le voile. Il y a un petit peu de conscience humaniste quand même chez Jean-François là, de se dire, Mais bon, bah, c'est maintenant ça. que c'est fait, même si j'aime pas trop le voile, bon, bah il y a des femmes voilées, on va les laisser se voiler, on va pas les réimmigrer, tu vois. Non, je comprends Mais pourquoi tu vois tu penses ce qui est- Jean-François Copé. Hein. Mais en fait, je bande pas. Moi, je me dis, tiens, il y a une rupture. Il y a une rupture dans Ta le vie bloc. personnelle ne nous regarde pas, Chris. Sauf sur Lucien Goldman. Mais il y a
je te dis, il y a une rupture dans le bloc de droite islamophobe. Je pense que, et c'est intéressant parce que lui, il a été soutien de Retailleau, hein, il n'a pas été soutien de Wauquiez. Donc Retailleau, on s'attend, c'est lui qui a fait le rapport, il a proposé l'interdiction du voile à l'université récemment. Mais je me dis, dans une stratégie Sarkozy 2007, tu vois, Sarkozy en 2007 avait une stratégie de, tu sais, avec son conseil du culte musulman, d'essayer de faire une Oui, l'islam espèce de France. d'islam de France, etc. Je pense qu'ils sont en train de comprendre que taper sur les musulmans ne leur fera pas gagner de voix, alors qu'une espèce de concordat avec les musulmans à la Sarkozy 2007, et c'est ce qui se dessine, tu vois, pour moi je suis copé, ça veut pas dire que c'est top hein, ce qu'il fait, hein, mais c'est là où je me dis peut-être que le délire islamophobe d'un Attal, et Attal est une boussole, comme c'est un peu comme Julia Cagé, quoi. Tu vois, comme c'est un crétin politique, c'est des types, ils savent que faire de la surenchère. Donc lui, il se dit, Une histoire des crétins politiques. ah ouais, mais c'est les meilleurs. Et ça dit beaucoup sur l'époque. Et tu vois, il sait que faire de la surenchère. S'il se dit, ah, mais moi j'ai fait la baya, donc maintenant je vais faire les filles de 14 ans. Puis après, j'interdirai la barbe. Puis après, j'interdirai. Tu vois, il va faire tout ça. Et en fait, comme ils sont idéalistes. Ça allait interdire l'islam si les gens ont plus le droit de porter Tu la sais, barbe voilà. ou la baya. Tu vois ce que je veux dire? Et après, tu vois, comme ils sont crétins, ils sont idéalistes, ils sont tout le temps dans la surenchère. Et ils ne comprennent pas que, tu sais, la dialectique, que à un moment donné, tu as des passages de trop fait l'effet inverse, quoi, tu vois. Et donc, c'est un passage de la quantité à la qualité. Mais, et là, je me demande, dans la stratégie de reconquête de l'électorat Le Pen, je me demande si, tu vois, ce qu'exprime Copé, c'est pas justement une sortie de cette surenchère islamophobe pour être, tu sais, pour un peu séparer les musulmans en disant, ah non, mais il y a nos compatriotes musulmans, faut pas les opposer, il y a vraiment des terroristes, eux, faut être très ferme avec eux, c'est ce qu'il vient de dire, mais ça sert à rien de taper sur le voile, taper sur ceci, sur cela. Et ça peut peut-être être pour eux une façon de rentrer en conflit avec Attal et de rentrer en conflit, peut-être pas avec Le Pen d'ailleurs, mais peut-être plutôt avec un Bardella, faudrait voir quoi. Il y a Gros Piron qui dit l'islam. Non, c'est pas celui-là. Gros Piron qui dit il est en train de dire que c'est pas les Arabes, c'est la racaille. C'est un peu ça qu'il dit en fait, Copé. C'est Et ça. ça fait aussi Sarkozy de dire on va vous en débarrasser, tu vois. Pas des Arabes, de la racaille, tu vois. C'est ça. Et Alors, Sarkozy on sait en fait le moteur islamophobe qu'il y a dans ce terme de racaille, mais c'est quand même pas forcément pareil dans l'esprit des gens que de dire c'est la civilisation islamique, machin, les frères musulmans, que de dire ah bah non, le problème des Arabes c'est ceux qui font des roues arrière et foutent le feu dans les banlieues, tu vois. C'est un peu ça l'imaginaire de la racaille qui vole ou je sais pas trop quoi, tu vois. C'est ça l'imaginaire de la racaille de Sarkozy, alors que l'imaginaire d'un Zemmour c'est vraiment de dire la guerre des civilisations, ils vont instaurer le califat en France, et ça c'est plus le truc des frères musulmans, quoi. C'est ça. Donc moi, je te dis, j'en sais rien et il faut pas qu'on soit clair, hein. Je sais que la droite, LR, Retailleau restera raciste, quoi. Mais peut-être qu'on a... Enfin, voilà. En tout cas, c'est intéressant de le voir réagir comme ça, là où on aurait pu s'attendre. Il y a 5 ans, 5-6 ans, un truc comme ça, un rapport comme ça, un Copé, il venait sur les plateaux télé en disant... on n'est pas assez ferme, vous voyez bien le problème, c'est normal si on laisse des gamins se voiler. Il a raison, Attal, vous voyez. Là, on voit qu'Attal commence à se réduire, etc. Et puis ils ont une tradition aussi à droite de liberté de culte, etc. Ils sont pour les écoles privées, ils sont pour... Donc, peut-être qu'ils commencent à se rendre compte que taper sur la religion, ils finiront par jamais avoir de clause populaire avec eux, quoi. Alors qu'il y a un électorat, hein, je pense, de droite, comme partout, hein, musulman, comme on l'a dit tout à l'heure, un électorat comme l'électorat, on va dire, conservateur natif, quoi. Tu sais, plutôt libéral, petite boîte, petit artisan, petit Les commerçant, maîtres etc. kebabiers, tu penses que les maîtres kebabiers ils sont là-dedans? Je sais pas. Mais tu vois, Les maîtres kebabiers ils sont où dans le graphique? ils sont avec les artisans commerçants, hein. Mais tu vois, je te dis, en bas à droite, musulman,
Ça va être Jean-François Copé, Dominique de Villepin. Allez, boum. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Et tu te dis, il y a comme les blancs français natifs qui sont des classes populaires, un peu libéraux, un peu autonomes, etc., vont voter à droite. Là, des musulmans, si on arrêtait de leur taper sur la gueule euh, et qu'il n'y avait pas simplement que Mélenchon comme débouché politique. D'ailleurs, il y a tous les musulmans ne votent pas Mélenchon, mais voilà, il pourrait y avoir effectivement, si ça se calmait sur l'islamophobie, bah, effectivement, comment dire, les structures mentales de classe reprendraient l'hégémonie. Et effectivement, ils pourraient capter des artisans, commerçants, musulmans de droite, quoi. Là, ils peuvent pas à cause de ces conneries d'islamophobie. Donc moi, je serais spin doctor de la droite, je dirais, mais arrêtez d'être islamophobe. Ça peut vous faire gagner, quoi. Mais faut pas qu'ils m'écoutent, quoi. Où on voit bien que les extrémistes se les sont appropriés. Mon combat, il est contre les extrémismes. Voilà. Une fois que je vous ai dit ça, vous voyez bien que c'est à la fois de la fermeté, et on manque de fermeté. On va l'interroger. Attends, c'est quoi ce truc? La question du port du voile n'a plus de sens aujourd'hui, mais c'est quoi ces dingueries, quoi? Tu vois, je t'avais dit, tu m'as dit, je survends Copé, mais là, franchement, le gars, c'est le numéro 5 qui vient de remonter tout le terrain et qui vient de mettre une frappe en lucarne. Je vous poserai alors on n'était pas prêt. peut-être sous les avec les Oui, là, c'est plus privé, mais allons-y. Voilà. Mais alors, vous poserez, je comprends, vous avez interdit la burqa, très bien. Vous n'interdirez pas le voile dans la rue, je l'entends. Est-ce que par ailleurs, pour vous, la présence massive du voile dans la rue, c'est un problème en France? À partir du moment où on l'a laissé faire, Est-ce que c'est un signe de non-intégration? Mais c'est pas que c'est un signe de non-intégration, c'est que c'est un... C'est vrai que c'est bizarre. Non, mais attends, c'est bizarre, il se fait bégayer. Il y a une vraie... Non, mais ça veut dire qu'il y a une vraie stratégie qu'il y a réfléchi avant. Parce que c'est trop bizarre qu'il arrive sur ce plateau et que la facilité se serait tapée sur le voile. Et il est là en mode non, mais c'est pas que c'est un signe de non-intégration, blabla. Mais jamais il aurait fait ça il y a 5 ans. Je te le dis. Moi, je sais, je suis le meilleur analyste politique de France. Car j'ai le graphique avec moi. Je sais reconnaître une strate politique. C'est n'importe quoi. Fait aujourd'hui qui est tellement banalisé que c'est trop tard. Il fallait poser cette question peut-être il y a 25 ans. Mais aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens. C'est Jordan Bardella qui a avancé la question qu'à terme, il faudrait effectivement supprimer le... Oui, à terme. On voit bien qu'il n'a jamais été maire. Et c'est bien facile de dire ça devant un micro. Il va envoyer les carabiniers pour arracher les voiles. Tu vois, il fait du bon part, là. Non mais c'est trop drôle de le voir faire ça. En plus il a raison, je veux dire, ça n'a aucun sens, tu vois, genre on va pas aller casser les couilles à toutes les meufs poilées de France, tu vois. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, la droite... C'est vraiment le combat qui sert à rien, tu sais, qui de toute façon, même si t'es contre l'islam, ça va pas empêcher les gens d'être musulmans, tu vois. Enfin vraiment, ça n'a aucun sens ce truc. Léna Situation a été accusée d'entrisme frériste pour moins que ça. Enfin, je veux dire, franchement, je comprends pas que Jean-François Copé ne soit pas appelé comme un triste frériste, quoi. Mais moi, je pense qu'il est frériste. Hein. Mais moi, je le pense. Hein. Moi, je pense qu'il reprend les termes des frères musulmans. Et tu vas voir qu'ils vont trouver qu'il a fait une conférence, je sais pas trop quoi, dans un pays du Moyen-Orient. Et ils vont dire que le gars est payé par le Qatar ou je sais pas quoi. C'est sûr et certain. On a un titre pour la capsule, Jean-François Copé frériste. Jean-François Copé est frériste comme Léna Situation, ça. Islamo-lambertiste. Bon, faut pas dire n'importe quoi non plus. Tout ce qui nous dérange, j'entends. Mais est-ce que le voile, à grande échelle, vous dérange? Mais je me... À grande échelle, genre tout le monde est voilé en France. C'est un cinglé, lui. C'est un vieux québécois et tout, genre tu sais pas ce qu'il fout là, tu sais, le mec il vit meuf. Moi, je dirais, mais putain, mais moi, ce qui me dérange, c'est les Québécois en France, quoi. Tu sais, mais dégage, Boc-Côté, quoi. Franchement, c'est le gars, mais insupportable, ce gars. Franchement, il me rend fou, quoi. Je comprends pas ce qu'il fout là, quoi. Sur les pâtes Barilla, tu sais, quand il avait dit que les pâtes Barilla, c'était le wokisme. Je sais pas si tu te souviens de ça, j'avais fait une capsule là-dessus. Mais c'est un fou furieux, lui. C'était la vieille époque, j'avais fait une capsule, il avait dit ouais, le wokisme dans les pâtes et tout. Même dans les pâtes, ils viennent nous faire chier les wok, je sais pas quoi. Enfin, le mec est complètement cramé.
me pose même plus cette question. Je vous la pose. Je vous réponds. Cette question n'a plus de sens aujourd'hui. Parce qu'en réalité, c'est la vie de la société française, européenne, mondiale. Le gars, il a dit, c'est le... Ce qui peut me gêner en revanche, c'est que, par exemple, des juifs ne puissent pas porter de kippa parce qu'ils sont menacés physiquement. Et tu vois comment il inverse le truc? Il dit, moi, ce qui me dérange, c'est pas que les musulmans portent le voile, c'est que les juifs puissent pas porter de kippa. T'as vu comment il le baise en plus? Parce que genre, le gars, après, il va devoir porter un discours anti-judaïque, sauf qu'il veut pas le porter sur CNews et tout, parce qu'il essaie d'opposer les juifs et les musulmans, enfin... Et Copé est un génie. Copé à la France Insoumise. Il a un avenir à la France Insoumise, Copé. C'est la nouvelle France. C'est la nouvelle France. Il dit c'est la nouvelle France. Est-ce que Jean-Luc ne veut pas être remplacé par Jean-François Copé quand même? Non, mais en vrai, les gens, soyez pas dupes. C'est pour moi, je te dis, ça peut être un bon signe pour nos compatriotes musulmans. Moi, ça me va si la droite arrête d'utiliser cette stratégie de taper sur nos compatriotes musulmans pour capter leur électorat. Moi, je dis tout le temps, vaut mieux la guerre sociale que la guerre civile. Donc, si demain, nos compatriotes musulmans peuvent se polariser sur l'échelle droite-gauche parce que l'islamophobie n'est plus un sujet et effectivement faire gagner la droite par leur vote, etc., ce sera toujours mieux. Donc moi, ça m'intéresse justement de voir comment la droite peut-être va commencer à se dire, comme Copé, peut-être c'est n'importe quoi en fait ces trucs d'islamophobie. Non seulement par cynisme, ça va pas nous faire gagner, et en plus ça amène au délire, quoi. Dans 3 mois, il nous dit Mohamed est un beau prénom. Hein. Je suis d'accord. Voilà. Ensuite, pour le reste, pour moi, la laïcité, c'est la liberté pour chacun d'exercer son culte à la condition qu'il respecte le culte des autres et les lois de la République. Ce qui ne va pas, c'est quand les lois de la République sont enfreintes. Et notre rôle, il est de fixer des règles et des lois qui soient suffisamment précises pour que personne ne puisse la transgresser, sauf à être sanctionné. Vous voyez, ça peut concerner tout le monde. Mais ce qui me fume, c'est qu'il a vraiment le discours de Bompard. Et quand Bompard tient ce discours, t'as Laurent Wauquiez qui est en mode complètement en sueur et tout. Alors que là, le discours de la France Insoumise sur cette question, il n'est pas hyper radical. Il est vraiment républicain, un peu classique, qui ne cède rien sur l'islamophobie, mais qui n'a pas besoin d'en rajouter, tu vois. Et là, c'est ce discours-là qu'on entend et personne ne dit rien parce que c'est Jean-François Copé, quoi. Ouais, bien sûr. Mais oui, c'est vrai qu'il a peut-être compris aussi le théorème de la noisette. Hein. Il a peut-être compris qu'à jouer au plus islamophobe, ils allaient perdre. Hein. Exactement, à jouer au plus islamophobe. Et c'est aussi un moyen de rappeler au chat, hein, le racisme, l'islamophobie, ça vient pas que de la droite et de l'extrême droite. Hein. C'est ancré dans la matrice culturelle de gauche. Hein. Donc c'est pas un hasard que vous puissiez voir un extrême centre ultra islamophobe, une extrême droite peut-être islamophobe mais différemment ou un peu moins, et puis une émergence à droite qui serait beaucoup plus libérale justement là-dessus. Donc et moi je pense qu'ils ont effectivement un coup à jouer s'ils sont malins. Je pense par exemple que dans le théorème de la noisette, si Retailleau veut faire de l'islamophobie, il gagnera rien, quoi. Il a aucun espace. Et d'ailleurs, tu vois, dans le graphique, on le met à 13-14. Ça, c'est s'il joue la carte de l'islamophobie. S'il joue la carte de l'islamophobie, il fera 13-14. Voilà. Et il sera nulle part. S'il joue une carte un peu plus... S'il sort de ces conneries-là, de ces délires racistes-là, il peut peut-être inverser la tendance avec Bardella ou Le Pen, quoi. Tu veux dire en jouant, je sais pas, c'est libéral, sécuritaire, anti-racaille, républicaine, tu vois, un peu en mode pas racisme, mais enfin raciste quand même de notre point de vue, tu vois, mais du point de vue des éditorialistes, dire les racailles, peut-être baisser l'immigration, mais pas dire la guerre des civilisations, quoi, c'est plus ça. Ouais, il pourrait par exemple revenir à une espèce de droite, il pourrait être libéraux sur le plan culturel, genre Nouvelle-France, mais anti-immigrés, tu vois. Et ça pourrait être un axe, tu vois. Opposer les anciens immigrés qui sont déjà là aux nouveaux. Exactement. Et ça, c'est le Trumpisme. Hein.
Trump, il a fait ça. Il a capté aussi, tu vois, des votes, alors beaucoup moins que des blancs, mais il a capté le vote, par exemple, des latinos comme ça. Ouais, des Et latinos. on en a parlé. Tu vois, il a pris, par exemple, il a dit, ouais, en fait, vous, il a eu beaucoup de latinos qui sont des catégories racisées aux États-Unis, mais il les a chopés en max parce qu'ils ont dit, voilà, les derniers arrivés du Mexique, vous mettez vous dans la merde, quoi. Et donc, il est sorti d'un discours de les blancs contre les noirs, mais dans sa logique de ceux qui sont là par rapport à ceux qui veulent venir, il a raflé la mise, quoi. La droite pourrait faire un truc comme ça, quoi. Alors, il y a 2 remarques. Il y a quelqu'un qui dit plus basé que Roussel. Enfin, c'est pas moi qui l'ai dit. Et il y a une autre remarque, c'est je ne connais pas le théorème de la noisette, mais ça m'intéresse. Alors, est-ce que tu peux rappeler le théorème de la noisette? Alors, le théorème de la noisette, c'est ce que je dis, c'est les feignants de la politique ou les idiots de la politique considèrent que quand ils sont entre deux forces idéologiques et qu'ils sont à cheval entre les deux, ils s'imaginent comme la clé de voûte. C'est-à-dire ils s'imaginent sans trop, quoi. Et ils disent, bah, parce que je suis un peu entre les deux, c'est moi qui vais rassembler. Mais ce que je dis souvent, c'est ce qu'on appelle des noisettes. C'est des gens qui, comme toutes les noisettes, au milieu du casse-noix, se pensent la clé de voûte. La noisette, elle est au milieu. Il y a une pince à gauche, une pince à droite. C'est moi qui fais l'équilibre de tout ça, alors qu'ils ne voient pas la dynamique des deux pinces qui se rapprochent et qui vont l'écraser, quoi. Et ben, vous voyez, tous les mauvais politiciens se pensent comme des noisettes, c'est-à-dire se pensent comme des clés-voûtes. Ils n'arrivent pas à choisir entre une dynamique de gauche et une dynamique de droite. Ils restent au milieu, ils se pensent centraux et ils finissent écrasés. Donc, dans l'histoire des noisettes, on a Chevènement, on a Bayrou, on a qui c'est qu'on avait en 2022? Bon, on avait Taubira, la noisette de la gauche, par exemple, par définition, avec la primaire populaire, elle n'a même pas pu se présenter tellement c'est une noisette, elle. Vous voyez, et là, des noisettes, on en aura encore d'autres, quoi. Ouais, bah Ruffin un peu là-dedans. Hein. Bah Ruffin, ça va être une noisette à 5%. Hein. Ruffin, c'est vraiment c'est la noisette par excellence. Hein. Ouais, bon, bah on finit là-dessus peut-être. Bah ouais, carrément. Yes, bah sur ce, n'hésitez pas à donner sur le Tipeee, à vous abonner à cette chaîne, à la chaîne de Pas du PADI, sur laquelle va sortir une vidéo dimanche, à vous abonner à la chaîne de Zoé, Dr-Zoé-YT, à vous abonner à Position Revue sur Twitter, allez voir le site Position avec un S Revue, allez sur Insta, sur TikTok, voir Pas du Team, Pas du Ring, Position Revue et tout ça. Et sur ce, on vous dit à plus.